19 h. Yarana, merci d'être sur la première ce soir. À la une de l'actualité de ce mardi, détenir le permis de conduire à 16 ans, est-ce trop tôt pour conduire une voiture? Oui, et la réponse est unanime au Fénois. Cette solution envisagée par le gouvernement métropolitain ne convainc pas, vous allez le voir. L'expérimentation du cannabis thérapeutique arrive à son terme en France. Ses résultats seront-ils concluants? En attendant, si la machine législative a été amorcée l'an dernier, la question n'est pas au cœur des priorités pour ces élections. Une question qui sera posée à nos candidats dans notre face-à-face. Damas Tewira pour le Tapurahwir Atira et Vatea Hilaire représente le Haumaohi. Et enfin, l'endurance était à l'épreuve à Paris. 220 danseuses se sont essayées au Tamouré Marathon. Pendant plus de 4 heures, ces Bahinés ont tenu le rythme imposé par Tahia Kombi, championne du monde de Orit Haiti 2023. Le permis de conduire pourrait-il être accessible dès l'âge de 16 ans? La question se pose dans l'Hexagone après l'annonce du gouvernement central. La compétence relève bien sûr du pays, mais cette réflexion fait réagir. Les auto-écoles doutent de l'efficacité de cette mesure en Polynésie quand le taux de mort sur les routes est de 10 pour 100 000 habitants. Les détails avec Priscilla Itev et Patrick Sing-Sing. Passer son permis de conduire, c'est devenir plus libre et autonome dans ses déplacements. Mais rouler seul dès l'âge de 16 ans, même les premiers concernés ne sont pas convaincus. Je pense que c'est un petit peu jeune parce qu'il y a les dangers de l'alcool sur la route. Déjà, en scooter, c'est déjà un fléau quand même ici en Polynésie. Les jeunes, ils ont beaucoup d'adrénaline au volant. Tu penses qu'ils ne seraient pas sérieux à 16 ans en volant? Tout dépend des personnes. Avec le nombre d'accidents qu'il y a aujourd'hui, je ne pense pas que dès 16 ans, ce serait une bonne idée. Niveau maturité pour la conduite, ce n'est pas ce qui est présent, quoi. Pour les professionnels de la conduite et les forces de l'ordre, ce projet national ne passe pas du tout. Ou alors, il faudrait mieux l'encadrer, car les jeunes de 18-35 ans sont déjà les plus impliqués dans les accidents de la route en Polynésie. Pendant 2 ans, ils doivent conduire avec une personne de la famille à côté d'eux, sans faire d'infraction. Et à ce moment-là, à 18 ans, on leur donnerait le permis, après pour être sur la route. Ça va leur donner une bonne expérience de la route. L'année dernière, on a eu beaucoup de morts, beaucoup d'accidents graves. Le danger, c'est surtout cette autorisation de permis que l'on donne à des jeunes qui sont souvent bourrés au volant. Le pays tiendra sans doute compte de tous ces drames et de leurs facteurs avant d'envisager au Fénois, comme le territoire national, le permis à 16 ans. Et puisque nous parlons sécurité routière, 2 accidents se sont produits ces dernières 24 heures. Hier soir, dans la soirée, tout d'abord, un scooter a été percuté par un véhicule. Le conducteur a été évacué vers l'hôpital suite à un traumatisme crânien. Ce matin, le scénario s'est reproduit sur la RDO. Le pilote du 2 roues est gravement blessé. Les 2 victimes sont des sexagénaires. La légalisation du cannabis thérapeutique refait débat. Certains partis ont totalement occulté le sujet de leur programme et de leur profession de foi, quand d'autres l'abordent brièvement. Toujours est-il que cette question sociétale interpelle une fois encore les associations. Le futur gouvernement aura-t-il le courage d'aller plus loin? Élément de réponse avec Ruan Potoru et Patita Savea. 3 ans déjà que Heitapu se soigne au cannabis thérapeutique pour soulager ses douleurs vertébrales. Les avantages sont réels en 3 secondes. Ses maux disparaissent sans aucun effet secondaire. Un changement radical dans sa vie. Quand j'étais sous morphine, j'étais à 54 kilos, je ne m'alimentais plus. Je suis à 61 kilos. Voilà la différence. J'ai repris la vie, je fais du qigong, je fais de la marche, je fais du jardinage. Le centre de la douleur va te dire, oui, on va vous donner un autre moyen, on va vous détruire les neurones. Comme ça, vous n'allez plus avoir mal. Vous vous rendez compte? On dit que le cannabis détruit les neurones, mais eux, ils ont une machine qui détruit le neurone. Et eux, on leur permet de détruire nos neurones. Il est temps peut-être de passer à autre chose et de vous adresser à des gens, à d'autres médecines, comme celle du cannabis. Depuis novembre dernier, une loi de pays pour la légalisation du chanvre a été adoptée. Une avancée certaine mais insuffisante encore. Pour le syndicat polynésien du chanvre, il faut rapidement enclencher l'outil législatif
pour encadrer cette filière de demain. Il faut qu'on fixe justement tout ce cadre légal qui va venir donc encadrer cette légalisation du cannabis médical. On parle de normes de production, on parle de normes de transformation, d'analyse, quelle variété de cannabis on va planter, quelles sont les conditions d'autorisation et de refus, justement, pour pouvoir produire du cannabis ici en Polynésie française. Voilà, tout ce travail législatif, c'est ce qu'on attend du futur gouvernement qui sera élu donc le 30 avril. Et en matière de développement économique, le président de Tahiti Herb Culture en est convaincu. Le cannabis thérapeutique sera une ressource certaine pour le Fénois. Si je vous parle du CBD, c'est 120 milliards francs pacifiques. C'est rien qu'en France, quoi. Hein. Pour le marché médical, en France, c'est 50 milliards. Okay, sur 3000 patients. Nous, on a évalué à 1 milliard le marché médical pour 3000 patients ici en Polynésie simplement. Donc, c'est pas que c'est non négligeable. Aujourd'hui, dans la situation où on est, faut pas réfléchir. Et pour accélérer le processus de la légalisation, les associations ont organisé cet après-midi une conférence de presse pour sensibiliser le monde politique à leurs doléances. Seront-ils sensibles ou pas? Verdict au prochain gouvernement qui sera mis en place après le 30 avril. Et la transition est bonne pour ouvrir notre page spéciale consacrée aux élections territoriales. Ce n'est pas une première. Le Tavini Huir Atira appelle aux dons pour financer sa campagne. Les cotisations des militants et de leurs élus ne suffisent plus, car il y a bien une réalité qui s'impose. Si une élection n'est jamais gagnée d'avance et ne s'achète pas, il est impossible d'en mener une sans argent. Les explications d'Inacio Raveino et Sandroli. Derrière ces drapeaux, des dépenses et donc un budget qui est strictement encadré. Pour ces élections territoriales, l'État a décidé de plafonner les dépenses de campagne à un tout petit peu plus de 30 millions de francs pacifiques pour les 2 tours. Une campagne financée principalement par la participation qui est demandée aux colistiers. Des dons qui ne sont possibles que s'ils ont été réalisés par des personnes physiques à l'exception des partis politiques. L'État contribue aussi à la campagne électorale, mais sous condition. D'abord, il aide les partis ayant participé aux dernières législatives à hauteur d'environ 1,63 € par suffrage, soit un peu moins de 200 francs pacifiques. Ensuite, il y a les partis dont les parlementaires siègent à l'Assemblée nationale. Exemple, en faisant carton plein aux dernières législatives, le parti Bleu Ciel s'assure un revenu d'environ 86 millions de francs pacifiques sur la mandature. Place à présent à notre face-à-face. Et le thème tiré au sort pour ce soir est l'environnement. Nous allons parler donc environnement avec vous, Damas Tewira Yorana. Yorana. Vous êtes 8e de liste dans la section 2 pour le Tapura Huir Atira et vous allez être confronté à Steve Vatea Heller, Yorana. Et Yorana. Vous êtes tête de liste dans la section 3 pour le parti mené par Tauhiti Nena. Mais avant d'aborder l'environnement, un mot sur le cannabis thérapeutique d'Amas Tewira. Le Tapura indique dans son programme vouloir finaliser les tests sur son usage sous contrôle médical 5 mois après l'adoption de la loi de pays. Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, bonsoir, chers amis qui nous suivez ce soir. Comme ça a été dit, l'Assemblée de Polynésie a adopté en novembre dernier des textes qui vont légiférer, notamment par des arrêtés d'application. Il se trouve qu'aujourd'hui, et on parle bien de cannabis thérapeutique et non de cannabis récréatif, ça il faut le préciser, parce que certains ont tendance un peu à faire l'amalgame des choses. Et je pense qu'il faut accompagner ce geste fort qui a été inscrit au niveau des décisions des élus de l'Assemblée qui ont voté dans ce sens-là la mise en place de cannabis thérapeutique. Et on voit bien certaines personnes en souffrance qui ont admis que ce principe du cannabis a des effets thérapeutiques. Je pense qu'il faut aller au bout de la démarche et accompagner, mais avec un encadrement strict sur des produits et non pas céder un peu à la culture un peu sauvage du cannabis, comme ça peut être le cas à ce niveau-là. Mais il s'agit de mettre des garde-fous et de bien concentrer sur l'usage thérapeutique du cannabis, qui peut apporter une aide substantielle
à tous citoyens qui sont dans la souffrance à l'heure actuelle. Alors des garde-fous, justement, il n'y en avait visiblement pas, puisque lorsque le projet de loi a été soumis aux élus de l'Assemblée, le Tavinier Ahire Aporineti avait critiqué le Tapura, avait accusé le Tapura d'opportunisme, car le projet de loi qui n'était initialement pas prévu à l'ordre du jour était fragile, selon l'ancienne députée Vathia Hailer. Est-ce que c'est de l'opportunisme selon vous? Alors ça y ressemble beaucoup, parce que à quelques mois des élections, sortir un texte comme ça qui devrait être encadré comme on l'a entendu tantôt, encadré dans le sens où, pour ma part, la filière chanvre aurait été débattue et donc installée. Parce que là, on va parler du chanvre thérapeutique, mais à côté de ça, comment est-ce qu'on va faire la différence entre le chanvre thérapeutique et le chanvre de tous les jours, de consommation journalière? Il faut savoir qu'il y a plus de 40 produits qui peuvent être issus du chanvre et qui pourraient développer une activité pour tous ces jeunes qui sont en train de basculer dans la drogue parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et qu'ils ne peuvent pas rester à la maison. Alors, Damas Tewira, où est le juste milieu et justement pourquoi avoir attendu en novembre 2022 pour présenter un projet de loi de pays? On pourrait être accusé de faire du clientélisme, appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui, c'est un fait de société. Donc, que ça soit pris en amont ou à la veille d'une élection importante comme les territoriales, toujours est-il que ce dispositif est de la responsabilité du pays et ceux qui siègent à l'Assemblée. Donc, qu'on le décide de le prendre aujourd'hui ou demain ou à la veille, qu'importe, mais il faut qu'on le fasse, parce que c'est un sujet de société aujourd'hui qui crée beaucoup de tensions entre ceux qui attendent qu'on légifère dans ce sens-là. Et je suis d'accord qu'à l'issue du chanvre issu du cannabis, il y a beaucoup d'autres moyens de valoriser un peu cette filière-là. C'est ça que je veux dire. Alors justement, vous dites que vous êtes accusé de clientélisme. Hauma Ohi, aujourd'hui, n'en parle pas du tout dans son programme. Est-ce que aussi c'est marqué sans désintérêt? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous portons un grand intérêt à tout ce qui touche à la jeunesse. Par contre, il y a beaucoup d'études à lancer au préalable de voter une loi comme ça, qui débarque comme ça, comme une cerise sur le gâteau. Et les études, ce serait le produit fini, quel pourcentage de cannabis il y aurait à l'intérieur et quelle serait la qualité du produit qui serait à produire. Pour l'instant, on a des produits artisanaux qui sont disséminés un peu partout, illégalement. Et donc, il va falloir encadrer tout ça. Pour l'instant, la loi ne le prévoit pas. Alors, rien n'a été fait, Damas Tewira. Des études ont été réalisées. Il reste encore beaucoup à faire pour légiférer définitivement dans ce domaine-là. Et on est conscient que ça va apporter une plus-value à l'économie locale. Ça, on est sûr et certain. Mais encore faut-il de faire les choses bien et durablement. Alors, nous allons parler maintenant environnement. En 2020, la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Polynésie était de 30%. Le Tapura se fixe toujours pour objectif d'atteindre 75% d'ici 2030. Même les professionnels estiment qu'un objectif de 50 à 55% à l'horizon 2030 est plus réaliste. Alors, Vathia Hailer, est-ce que se fixer cet objectif, c'est prétentieux ou réaliste ? Il faut être prétentieux, à mon avis, parce que nous avons 40 ans de retard sur le développement de toutes nos énergies renouvelables. Moi, je prends pour exemple le retrait du CEA, qui a développé l'énergie nucléaire en utilisant la population et la Polynésie française. À son retrait, on aurait pu devenir le centre des essais des énergies renouvelables. Il y a eu plusieurs projets de lancement des filières hydrogène qui auraient pu déboucher sur un financement du pays uniquement avec l'hydrogène, qui n'ont jamais été développés. Il y a l'énergie solaire qui pourrait être développée par le pays. Bon, on n'a jamais eu cette envie de partir dans l'investissement de l'énergie renouvelable. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des intérêts avec les carburants, les sociétés de carburants. Mais Hauma Ohi a pour mission, s'est donné pour mission et pour objectif de lancer les énergies renouvelables d'ici 2030 et de s'autofinancer. C'est-à-dire que le pays allait financer les projets qui se lanceraient dans les énergies renouvelables. Damas Tewira, il y a des conflits d'intérêts entre le pays et les sociétés de carburant, comme vient de l'affirmer Vathia Hailer.
Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 a remis un peu les pendules à l'heure. Donc, il faut revisiter notre manière de vivre, revisiter notre façon de consommation. Et la logique que nous mettons en œuvre au niveau du Tapura Huiratira, c'est Tiarutei Mareva Ahinatau. Ça veut dire que c'est une projection sur les générations futures. Et la consommation de produits décarbonés en fait partie. On parle d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a expérimenté le soie qui fonctionne très bien aujourd'hui. C'est une valeur sûre qui a été mise en place en Polynésie française et nulle part ailleurs dans le monde. Ça a commencé à Bora, c'est parti à Tetiaroa, c'est arrivé ici à l'hôpital du Taoné. Pourquoi ne pas exploiter encore cette filière-là qui est reconnue au niveau mondial et qui apporte tous ces effets à la manière de gérer notre pays et glisser convenablement vers la production d'énergie verte. On parle notamment des barrages, des retenues de barrages dans l'hydroélectricité. Là aussi, c'est une compétence du pays qu'il va falloir encore organiser et de manière à arriver à ne plus être dépendant du carburant fossile, des énergies fossiles, qui, je vous rappelle, aujourd'hui fait quand même la grosse part un peu à l'importation des produits sur la Polynésie. Haumaui veut réduire de 20% notre dépendance aux énergies fossiles. Est-ce que vous considérez ça comme de la démagogie ou de la fantaisie? C'est ni de la démagogie, ni de la fantaisie. Ils ont le droit de se projeter dans l'avenir. Et c'est aussi la logique de tous les partis. Je pense qu'il faut retenir les leçons un peu de la crise Covid que nous avons frappée. Il faut revisiter notre manière de vivre, revisiter sa façon d'être. Encore, toi, en tant qu'être humain par rapport à la nature, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ta nature qui, quand même, ta terre nourricière. Donc la dépendance aux énergies fossiles va dans ce sens-là. Parce que aujourd'hui, nous avons imprimé une nouvelle manière de vivre. Il faut continuer là-dessus. Vatea Hilaire, vous disiez tantôt que le pays allait supporter le financement. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Puisque aujourd'hui, le Tapura a un petit peu de mal, même s'il y a des choses qui ont été faites. Vous avez une solution que le Tapura n'a pas? On a une solution. En fait, on a pensé, on a travaillé sur des solutions pour rendre notre pays autonome financièrement. Dans un premier temps, on pourrait territorialiser le DT, ce qui, en fait, toutes les mesures que nous allons mettre en place seront mises en place pour éviter les fuites de capitaux vers l'extérieur. Et toutes ces fuites de capitaux, logiquement, devraient rester au pays et nous permettraient de financer les énergies renouvelables, de financer la santé, de financer l'environnement, la protection de l'environnement. Pour l'instant, nous sommes obligés de demander à l'État de nous venir en aide pour le financement de nos projets. Sachant que l'État lui-même... Vous parlez des 7 milliards du Fonds Macron? 7 milliards du Fonds Macron, entre autres. Mais l'État français, aujourd'hui, est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Nous sommes endettés à hauteur de 150, 130 milliards d'après certains. Mais c'est une dette. Comment un pays endetté pourrait aider un autre pays endetté? Par contre, si aujourd'hui, nous mettons en place et nous mettons en œuvre la territorialisation de l'EDT, le financement des bateaux pour développer la pêche, développer l'agriculture, mettre en place les coopératives, à ce moment-là, le pays pourrait s'en sortir, peut-être éponger sa dette complètement, et dans 15 ans, pourquoi pas, demander le référendum. Damas Tewira, entendre votre opposant, ça a l'air aussi simple comme bonjour. Est-ce que c'est aussi simple de mettre en place une politique de l'énergie renouvelable assez rapidement? Malheureusement, non. La mise en place d'une politique renouvelable s'étale sur un certain nombre d'années. Et si aujourd'hui, je parle notamment du développement durable, donc toutes les politiques publiques, que ce soit du pays, que ce soit des communes, doivent intégrer obligatoirement la notion de développement durable pour ne pas revisiter encore, se reposer sur le développement économique que nous avons connu, qui a été malheureusement arrêté par la crise Covid. Ça, nous le savons tous. Donc il faut intégrer cette notion de développement durable. Et là, au niveau du Tapura, nous avons fait d'abord, c'est de sécuriser nos océans. Parce que c'est aussi la manne là, qui dépend du pays. Sécuriser nos océans, c'est garantir un peu des produits et un avenir pour nos enfants. Sécuriser aussi les océans, ça veut dire octroyer un peu des zones côtières et favoriser la pêche artisanale. Ce sont toutes ces notions-là qui viendront aider à cette dépendance énergétique. Mais il faut que nous, déjà, on soit capables d'être bien chez soi et de sécuriser nos océans chez soi. C'est quand même une manne importante. Je vous rappelle que dans certains pays, ils ont
pas encore intégré cette notion de développement durable. Ça a été le cas depuis un certain nombre d'années, mais aussi ça devient important. Il faut l'intégrer dans toutes les politiques publiques. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Damas Tewira. Très rapidement, pour égaliser vos temps de parole, Batia Hilaire, le transport aussi, presque tous les partis qui se lancent dans cette élection parlent de mobilité. La voiture électrique est 2 fois plus polluante à produire que la voiture thermique. Est-ce que ce n'est finalement pas évacuer une problématique et en créer une autre? Déjà, dans un premier temps, pour le déplacement en Polynésie française, on est quand même un tout petit pays. Et il faudrait qu'on revienne à notre échelle et plutôt développer le transport en commun. On se rend compte... Avec des véhicules électriques ou hybrides encore? Électriques ou hybrides, ce sont des solutions qui sont, à mon sens et au sens de Remaui, assez aléatoires, puisque ce sont des véhicules qui sont rechargés avec de l'énergie fossile. Et ce sont des véhicules dont les batteries polluent beaucoup plus que les véhicules d'essence. Donc on est encore dans la recherche de la solution miracle. Parce que même nous n'avons pas la solution pour remplacer les véhicules électriques. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que dans les îles, en termes de protection de l'environnement, les îles australes ont besoin qu'on consolide les rivages, parce qu'ils commencent à être érodés par la montée des eaux. Au Tuamotu, il va falloir prévoir des logements anticycloniques qui soient dans les hauteurs, même si l'île est recouverte de mer, qu'on puisse maintenir nos 5 500 000 km² de zone économique exclusive en ayant un pied-à-terre, même sur une île qui est engloutie par l'eau. Aux Marquises, pareil, il va falloir qu'on travaille sur le retour des terres à nos Marquisiens. Merci beaucoup, Batia Hilaire. Merci beaucoup, Damas Tewira, d'avoir été présent pour ce face-à-face. Et votre face-à-face de votre matinale radio demain promet d'être dynamique. Gaston Floss sera opposé à Jean-Christophe Bouissou, l'ancien président du pays, face à l'actuel vice-président. Ce sera demain matin dès 7h. Mais avant, vous retrouverez les entretiens d'Edouard Fritsch et d'Anthony Géros juste après ce journal. Cybèle Plichard évoque avec eux la géopolitique, l'évolution statutaire de la Polynésie ou encore leur vision de l'autonomie ou de l'indépendance. Voici un extrait. Aller au-delà de l'autonomie, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Effectivement, ça ne peut être que l'indépendance. Certains parlent de pleine autonomie. Je pense à Yaoura Tenun'a dans sa campagne qui parle d'aller jusqu'à la pleine autonomie. Qu'est-ce que vous comprenez? Rien. Le statut, on l'a exploité jusqu'au bout? En fait, le statut lui-même n'est pas exploité jusqu'au bout. Il y a encore des possibilités. Lesquelles concrètement? Je vois par exemple ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, de partager les compétences par exemple du pays, du gouvernement local, de l'exécutif local, avec les maires, avec les patrons de collectivités. Il y a un fait dans ce pays, c'est que nous sommes éclatés sur cet océan. Il faut qu'on se choisisse de vrais partenaires pour mettre en route d'une façon totale cette autonomie, à savoir donc de partager une partie de ces compétences avec ces maires, avec ces personnes qui sont dans les communes, les recours de nos populations. Un maire sait ce qui se passe dans sa commune. Un président du gouvernement ne sait pas d'une façon aussi précise. Au niveau du Tawini Huratira, on n'a jamais démenti le fait que nous avons toujours, et pour ligne de conduite, de permettre à ce pays d'accéder à sa pleine souveraineté dans des conditions paisibles et dans des conditions acceptées et acceptables. Et à ce titre-là, je ne pense pas que ce soit Mouété ou quelqu'un d'autre, on vient déroger à cette règle. La première étape, c'est d'ouvrir le dialogue d'abord sur la décolonisation, parce qu'il y a un tas de questions préalables au scrutin référendaire que se pose tout le monde. Et qu'il va falloir répondre. Et donc, on ne répond pas après le référendum, on répond avant le référendum. Quel type de questions, par exemple? Par exemple, demain, la Polynésie accède à sa souveraineté. Est-ce que l'armée française va continuer à la protéger? Demain, la Polynésie accède à sa souveraineté. Est-ce que le front pacifique va continuer à perdurer? Autant de questions qui font qu'on ne peut pas gagner un référendum si ce dialogue n'est pas épuisé.
Et justement, le Tavenihouir Atira, c'est à sa tête un indépendantiste convaincu. Oscar Temaru conduit cette année encore la liste du parti Bleu Ciel. Depuis toujours, il a poursuivi son combat pour l'autodétermination. Le 23 mai 2004 marque sa consécration. Il remporte, grâce à son esprit de consensus et à un jeu d'alliance complexe avec quelques autonomistes, la majorité à l'Assemblée de la Polynésie. En voici là avec Kaline Yenar, Hayata Buluk et Patita Savea. La santé, c'est la vie, et pour l'entretenir, Oscar Temaru a la recette. 1 heure de sport chaque matin, accompagné de son cocktail d'énergie favori. Un citron, qui a du calcium, du magnésium, et un peu de glucose, quelques gouttes de miel. Voilà, tout naturellement. Ça, c'est meilleur que le Coca-Cola. Et chacun peut fabriquer ça tout seul. L'autonomie alimentaire, un des fers de lance du leader indépendantiste, il prône un retour à une alimentation naturelle à base de fruits et légumes locaux. Ça fait des années que je dis qu'il faut absolument que chacun d'entre nous prenions notre santé en main. Éliminer les sucres manufacturés, le sucre blanc, tous ces machins-là, ça ne sert à rien. C'est comme le sel, c'est ça aussi la cause des tensions artérielles à cause du sodium qu'il y a dans le sel, donc si on supprime tout ça. Et puis ça fait des dépenses en moins et une meilleure santé également. Et pour le développement du pays, Oscar Temaru mise sur les marquises avec le projet de construction d'un aéroport international pour relier la Polynésie à Hawaï en 2 heures. Et il s'est déjà entretenu avec des hommes d'affaires et sénateurs hawaïens. Ils sont très intéressés, c'est le côté authentique des marquises encore sauvages et tout ça qu'il faut préserver. Il y a possibilité également de construire 2 terrains de golf aux marquises parce que bon, il faut aussi occuper les touristes qui viennent aux marquises. Et puis il y a les activités nautiques, pêche en haute mer et tout ça. Voilà tout ça qu'on peut. Hein. Et puis il y a des milliers d'hectares en friche aux marquises. Vraiment, c'est un pays à développer. Son combat pour l'indépendance débute en 1977 lorsqu'il fonde le Front de libération de la Polynésie. En 2013, c'est la consécration pour lui lorsque l'ONU inscrit la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. C'est la résolution qui reconnaît le droit de souveraineté du peuple maori, ici, qui reconnaît le droit de propriété du peuple maori sur toutes les ressources de ce pays. Vous vous rendez compte, adopté par l'ONU. Mener la Polynésie à l'indépendance, à 78 ans, Oscar Temaru en rêve encore. Et lorsque la candidature de Moetai Broderson à la présidence du pays est évoquée... On ne sait pas qui sera le président ce jour-là. Hein. Si je serai encore en vie, je ne sais pas. Hein, mais de toute façon, après ces élections, au mois d'octobre, il y aura cette rencontre à New York. Et je souhaiterais vraiment que ce soit le Tavenihouir Atira qui représente notre pays. En 2004, Oscar Temaru réussissait un coup de maître en devenant le premier président indépendantiste du pays. Le Taoui, le changement est-il de nouveau en marche? Ce sont les urnes qui le diront les 16 et 30 avril prochains. Et c'est sur ce portrait que se referme cette page spéciale. Il sera le plus grand événement sportif jamais organisé en Polynésie. Les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendront dans moins de 500 jours. Et vous le savez, le comité organisateur est à la recherche de jeunes gens volontaires. Leur rôle, véhiculer les valeurs de l'olympisme. Les précisions de Jade Calamel au micro de Heyar Itahiata et Tevaluvra. On recherche tout type de profil puisqu'on aura des missions diverses et variées. Le seul prérequis, c'est d'avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Après, on aura des missions qui porteront plus sur l'accueil, d'autres plus sur le sport, d'autres plus sur l'organisation. Alors bien sûr que pour Tahiti, on aimerait avoir un maximum de Polynésiens parce qu'à Tahiti, on sait comment accueillir et ça, personne ne pourra le faire aussi bien ressentir que les jeunes Polynésiens. Après, on a eu énormément de demandes de l'international, donc si jamais on n'atteint pas notre quota, on ira chercher ailleurs parce que beaucoup de gens sont prêts à payer leur billet, venir se loger sur Tahiti pour être volontaires pendant les Jeux. Et à l'inverse, les Polynésiens qui souhaitent être volontaires sur Paris parce qu'ils font leurs études en métropole ou juste tout simplement parce qu'ils souhaitent découvrir les Jeux à plus grande ampleur, peuvent aussi candidater pour arriver sur un site à Paris comme le Château de Versailles, le Golf National, le Vélodrome, tous ces sites-là. Et à ce jour, 27 000 candidats ont postulé pour être ambassadeurs des JO en Polynésie. Parmi eux, 37 seulement sont polynésiens. Vous savez, vous avez jusqu'au 2 mai pour candidater.
5 ans. Cela faisait 5 ans qu'un bateau de croisière n'avait plus jeté l'ancre dans les eaux turquoises de Manihi. Alors, l'arrivée du Silver Explorer était synonyme de réjouissance sur l'atoll. Le comité du tourisme et la commune ont organisé les festivités avec la plus grande attention. Au programme, accueil au son des tohérés, couronne de fleurs, promenade dans le village et plongée sous-marine. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondant. Ça faisait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu de paquebot. Alors, le comité du tourisme de Manille, dont je fais partie, avec Vaya Tefana, la présidente, on est carrément content de recevoir les touristes en fait, qui reviennent chez nous. Et la population est là pour participer. La commune de Manille, les artisans sont là pour exposer tout ce qu'ils peuvent vendre et on verra si ça plaît. On a des artisans, on a de la musique, quelques guides qui vont emmener les gens visiter le village. Tout est parfait, on n'a plus qu'à attendre les passagers. Je viens des États-Unis. Nous avons démarré à Valparaiso, du Chili, un dernier arrêt, puis Tahiti. Ensuite, nous avons voyagé 27 jours, l'île de Pâques et bien d'autres lieux. Et sachez par ailleurs que 5 navires feront escale au port de Papeete cette semaine. Ce ne sont pas moins de 9000 passagers et membres d'équipage qui seront dans nos rues. Première arrivée de paquebot prévue ce soir avec le Norwegian Spirit. Enfin, un petit tour dans la capitale française. Danser le plus longtemps possible permet d'emporter la victoire. Le Tamouré Marathon est le rendez-vous de l'année pour la communauté polynésienne en France. À la clé, à des 4 heures de danse, 6 000 € de lot sont décernés aux plus méritantes. On voit cela avec Thierry Hillersin et Hubert Laridon. Le Ori Tahiti connaît un succès grandissant dans l'Hexagone. Cette année, elles étaient plus de 220 danseuses à s'essayer à ce Tamouré Marathon. Pendant plus de 4 heures, ces femmes de tous âges ont tenu le rythme imposé par Taya Kambé, championne du monde de la discipline. Elles ont dansé presque 5 heures. On sent vraiment la motivation, non pas pour gagner des prix, mais pour danser et donner son maximum pendant 4 heures. Enfin, je trouve ça quand même assez fou et extraordinaire que de se retrouver un lundi de Pâques au fin fond du 20e arrondissement de Paris, accompagné de 250 nanas motivées, 250 nanas, musiciens, musiciennes et artisans, tous motivés par une seule chose, c'est partager leur culture, faire connaître leur culture et leur passion pour le Ori Tahiti. C'est la 6e édition de ce Tamouré Marathon et le succès est au rendez-vous. En 2019, elles étaient 180, mais l'expérience et la renommée de l'événement ont boosté le nombre de participantes. L'école de danse basée à Paris promeut de la meilleure des manières la culture tahitienne. C'était le festival international pour les peuples autochtones et là il y avait des troupes tahitiennes et aussi de Maori, de Nouvelle-Zélande et aussi hawaïennes, tahitiens, enfin il y a tout. Du coup, c'est à ce moment-là, j'ai regardé la danse tahitienne et tout d'un coup ça m'a choquée. Du coup, ça m'a très familier cette culture. Je pense que ce qui motive les filles, c'est l'envie de faire ensemble, de se réunir, de partager une passion. Tahiti, c'est loin. À Paris, on peut avoir l'impression qu'on est un peu seul. Et du coup, là, c'est l'occasion de se regrouper et de faire ensemble ce qu'on aime, la danse. Opération séduction réussie donc pour la troupe de danseurs. Le Ori Tahiti fait le pont avec l'archipel polynésien, 16 000 km franchis en quelques pas de danse. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. Consensus en Polynésie pour ne pas baisser l'âge légal pour obtenir son permis de conduire à 16 ans. Une fausse bonne idée pour les auto-écoles, une question de sécurité pour les forces de l'ordre. Enfin, les jeunes concernés estiment qu'avoir son permis à 16 ans, c'est beaucoup trop tôt. À la une de votre quotidien demain, un autre sujet de campagne avec ce titre, la santé, une question de fond. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.